Bonjour, bienvenue à vous, donc Stéphane Vellut. Et merci beaucoup, car nous sommes très touchés de la confiance que vous nous faites en acceptant de venir discuter avec nous. C'est moi qui suis heureux de venir. Et puis, merci à tout le monde d'être présent. Je vais reprendre 2 minutes, comme la dernière fois, pour redire le pourquoi de ces rencontres-échanges, pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi. Edgar Morin est le parrain de notre association depuis 15 ans. Je dirais que nous nous sommes retrouvés autour de ce qu'il appelle les oasis de fraternité et de ce que nous vivons tant bien que mal au quotidien avec notre Chimère Café situé au centre-ville de Grenoble. Accueillir l'autre, s'entraider, partager des moments conviviaux, s'engueuler aussi. Inviter des auteurs qui nous encouragent et nous aident à penser et comprendre le monde, porter des projets ensemble. Et quand je dis porter des projets ensemble, c'est une vraie gageure parce que ensemble, ça veut dire des personnes issues d'horizons socio-professionnels divers. Et ce n'est pas de la tarte. Fin 2019, faisant le point avec Edgar Morin sur notre action écoulée, on avait reçu le philosophe allemand Hartmut Rosa. Il nous a encouragés à reprendre la démarche de son film documentaire Chronique d'un été, tourné en 1961, où le questionnement questionnait les Parisiens dans la rue. Êtes-vous heureux? Comment vous débrouillez-vous avec la vie? Et c'est ce sur quoi nous travaillons maintenant depuis 1 an, rejoints par 2 cinéastes, Vincent Sorel et Naïm Edsidoum. Nous nous lançons dans la réalisation d'un nouveau documentaire qui reprend ce questionnement, actualisé à la lumière du coronavirus et du confinement. Si je parle du documentaire, c'est parce que ces rencontres-échanges que nous avons souhaité initier en début d'année, ce projet a aiguisé notre appétit de comprendre, d'où le plaisir donc de vous accueillir. Je ne sais pas, Stéphane Vellut, si vous voulez parler, vous présentez-vous? Écoutez, oui, moi je suis donc chef de service de neurochirurgie au CHU de Tours. Et puis voilà, donc j'ai publié 2 ou 3 petites choses, 1 ou 2 romans, et puis ce tract donc qui d'après ce que je sais, me vaut d'être avec vous avec plaisir aujourd'hui. Très bien, merci. Avant de démarrer, quelques petites infos. Les échanges donc sont enregistrés, ils seront mis sur notre site, ainsi que sur le Facebook de la Chimère et sur le site de la librairie Artaud, avec qui on est partenaire. C'est la plus vieille librairie grenobloise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Elisabeth Sénégas. La dernière fois, c'est Marianne Perret qui a fait la distributrice et la gardienne du temps de parole. Aujourd'hui, ça va être moi. Je voudrais rappeler aussi qu'il ne s'agit ni d'une conférence, ni d'un débat, parce qu'on estime que pour un débat, il faudrait qu'on ait sacrément bossé pour être à peu près à la hauteur pour débattre. Donc, c'est vraiment une rencontre conviviale, informelle, un peu ce que nous, on sait bien faire à la Chimère, sauf qu'on est à distance et qu'on a nos cafés à distance. Pour laisser de la place et du temps pour les questions de tout le monde, du public, le collectif va en poser seulement 2. Je donne d'abord la parole à Mathilde pour vous poser la première question. Et donc, Mathilde? Vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, je vais vous poser la toute première question qui est, par le métalangage et la fabrique du consentement, vous décrivez au mieux la déconstruction en cours de notre modèle hospitalier. Et pour ceux qui ne vous ont pas lu, mais qui participent à cette petite réunion, est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, alors en fait, si vous voulez, le langage qui a changé au sein de l'hôpital concerne en fait autant le langage parlé que l'on reçoit durant les réunions, que le langage tel qu'il est utilisé dans les courriels, et que moi j'ai vu changer petit à petit en une vingtaine d'années, mais c'est un changement dont j'ai pris conscience finalement assez tard, tout simplement parce que quand vous êtes soumis, je dirais, à des vocables qui petit à petit diffèrent, qui changent, que ça se fait sur plusieurs années. On peut le voir brutalement, comme on le voit d'ailleurs actuellement avec la pandémie. Hein. Le terme de distanciel et de présentiel s'est imposé en quelques jours, mais
autant dans le vocabulaire que dans la syntaxe, j'ai vu apparaître donc des formulations qui me paraissaient de plus en plus absconses, de plus en plus bizarres et assez éloignées de la réalité. Et c'est finalement, un peu par hasard que, pas tout à fait par hasard, je suis tombé sur plusieurs ouvrages. Le premier, c'était celui de Victor Klemperer, qui est ce philologue allemand qui avait étudié la langue du Troisième Reich durant ce régime, entre 1933 et 1945. Alors, attention qu'on ne fasse pas de lien entre ce qui se passait à l'époque et ce qui se passe maintenant. Et puis aussi, je suis tombé sur une revue qui s'appelle la Harvard Business Review, qui est la revue de la Harvard Business School, où j'ai retrouvé, je les voyais d'abord dans les kiosques en couverture, où je retrouvais ces mêmes expressions dont j'avais été finalement auxquelles je m'étais progressivement habitué au sein de l'institution hospitalière. Alors, je peux vous en donner quelques exemples. Par exemple, je voyais le terme d'actionner les leviers d'animation des équipes, amorcer le virage ambulatoire, déployer une démarche préalable au lancement d'un projet, identifier les freins à la synergie d'ensemble des acteurs. Vous voyez, des choses comme ça qui sont pas du tout des formulations que l'on utilise dans la vraie vie et qui sont propres précisément à ces écoles de management et au langage managérial tel qu'on le voit actuellement se développer dans tous les secteurs. Alors, si je dis dans tous les secteurs, c'est que suite à la publication de ce tract, eh bien, j'ai reçu beaucoup de retours de membres d'institutions publiques, Pôle emploi, la justice, l'éducation nationale, l'université, bien sûr, qui me faisaient état du même constat de ce langage qui était devenu prégnant au cours de dans leur exercice quotidien. Merci. Je donne la parole à Chantal. Oui. Alors, je vais lire un petit extrait de votre livre. Alors, certes, le langage a changé. L'usage par les hommes politiques de la langue de bois n'est pas récent, mais atteint de nos jours une telle fréquence que décrypter s'impose. Cette langue masque sous des termes tarabiscotés constat, projet, décision, dont l'énonciation simple brutaliserait l'oreille. Comme l'avait théorisé George Orwell sous l'idée de novlangue dans 1984 et analysé Françoise Thom pour les régimes communistes, cette langue remplace le sens par le signal, la pensée par l'affect. Déconnecter les mots de la chose, inhiber le langage jusqu'au politiquement correct est devenu pandémique. À ce métalangage, adoucisseur et embellisseur, s'associe désormais une obésité des mots, problématique pour problème, thématique pour thème, qui orne le vocable trop cru d'un faste chatoyant. La dénaturation du langage est atteinte quand il n'est plus qu'association de termes, telle démarche d'excellence, exprimant des poncifs effrayants de vacuité, ici, bien travaillé, pour le cas où l'idée serait venue de le bâcler. Tout cela relève de la même intention, remplacer les mots simples par des éléments de langage qui ornent, rassurent ou les parent d'abstraction aux fins d'intimider. Orner, rassurer, intimider fabrique le consentement. Et soustraire au langage sa force expressive au profit d'un rôle anesthésiant assure de couper court à toute critique. Et la question qu'on aimerait vous adresser à la fin de ce petit extrait, c'est maintenant que vous avez compris le fonctionnement de ce langage qui permet aux actionnaires la fabrique de l'adhésion, comment faites-vous avec ces discours? Pensez-vous avoir trouvé comment agir sur cette situation? Alors oui, écoutez, c'est précisément le travail que j'entreprends en ce moment, sur lequel je m'attelle en ce moment. C'est-à-dire que je crois que la meilleure façon de
de contrer ce langage et de trouver finalement au sein de ce langage le résidu sec qu'il faut y puiser, c'est d'apprendre, c'est de montrer comment on peut le détricoter. Et c'est-à-dire que, en fait, maintenant, j'y suis tellement habitué que je m'attache maintenant à montrer, et je suis en train d'écrire un petit truc là-dessus, de montrer comment on peut détricoter le langage, comment on peut le saboter, le démantibuler, pour justement montrer qu'il n'est le support d'aucune pensée, qu'il n'est le support de rien, et pour montrer à quel point ce langage peut pénétrer les esprits. Alors, c'est très intéressant parce que quand, en fait, ce langage, il a un caractère viral. C'est-à-dire que je me suis aperçu que finalement, quand un subordonné qui arrive fraîchement dans une administration adopte petit à petit le langage de sa direction, eh bien, c'est c'est un symptôme, je crois, de sa subordination progressive. Vous voyez, moi, je me suis référé à un texte de Jean Baudrillard qui est tiré d'un livre qu'il avait publié bien avant avant l'apparition d'Internet, publié en 1995 chez Galilée, qui parlait justement de la langue et qui disait que, infecté par le virus de la communication, parce qu'en fait, ce langage, c'est le langage de la communication, hein. Je reviendrai dessus, c'est le langage de la communication. Et il disait qu'infecté par ce virus de la communication, le langage lui-même tombe sous le coup d'une pathologie virale. Et je me suis aperçu finalement que dans une communauté hospitalière comme celle dans laquelle j'exerce, ce virus du langage se comportait exactement comme un virus. C'est-à-dire qu'il y a des porteurs sains. Les porteurs sains, ce sont ceux qui le reçoivent, mais qui n'en sont pas malades, donc qui ne l'utilisent pas. Et puis, il y a ceux qui tombent malades, je dirais, qui reçoivent ce virus du langage et qui finissent par l'utiliser et à contaminer leurs contemporains. Voyez ? Alors, ceci est très important finalement, parce qu'on pourrait penser que cette chose est anodine, on pourrait penser que le langage, dans une institution, dans une entreprise, dans une usine, est une chose anodine, mais pas du tout. Bon, vous savez que durant le procès France Télécom, comme l'a bien décrit Sandra Lidberg dans son livre absolument remarquable, qui s'appelle « Personne ne sort les fusils », qui est sorti il n'y a pas très longtemps au Seuil, il y a quelques mois, durant le procès France Télécom, les travaux de Klemperer ont été évoqués, et finalement, durant ce procès, il a bien été montré, alors vous savez que ce procès a été celui de dirigeants de France Télécom suite à 19 suicides qui ont eu lieu dans cette entreprise entre 2006 et 2010. Et le langage de l'entreprise a été finalement dénoncé pratiquement comme l'arme du crime. C'est-à-dire que c'est par le langage que petit à petit les employés de cette entreprise, les cadres étaient mis sous pression, étaient poussés à bout, jusque malheureusement quelques-uns qui se sont suicidés et nombre d'autres qui ont fait des syndromes dépressifs sévères. Donc vous voyez que finalement cette étude du langage, je crois qu'elle n'est pas anodine du tout, parce que finalement c'est le fondement du pouvoir. C'est le fondement du pouvoir. Par exemple, quand on vous dit, alors là c'est un exemple que j'ai cité dans le tract, quand on vous dit, dans une démarche d'excellence, nous allons redimensionner le capacitaire. Bon, là, quand vous êtes en réunion et que vous écoutez ça, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Bon, ça veut dire quoi? C'est qu'on va vous diminuer le nombre de lits dans votre service. Vous voyez? Donc c'est un élément de pouvoir. Effectivement, quand je parle de mots adoucissants, on vous fait comme ça entendre des vocables petit à petit que vous ingérez, dont vous êtes infesté et que vous ne comprenez que tardivement. Alors, ce redimensionnement capacitaire, il est tout à fait emblématique.
c'est la diminution du nombre de lits. Bon, voilà, mais on ne le dit pas comme ça. Et je crois que ça s'est généralisé, hein, c'est dans tous les milieux de l'entreprise qu'on le voit. Il y a un autre élément de langage qui m'est apparu très symptomatique, c'est celui qui concerne ce que j'appelle la dilution. C'est-à-dire que vous savez que dans le Ségur de la santé, a convoqué des centaines de partenaires, a recueilli plus de 120 000 messages de différents professionnels. Et puis tous ces gens-là se sont réunis, ont exprimé leurs vœux, leurs revendications, leurs souhaits, leur mal-être au travail, ce qu'ils pensaient devoir faire pour améliorer le système de soins, etc. Bon, finalement, ce Ségur de la santé a débouché sur les conclusions qui ont été publiées par le ministère de la Santé. Et ces conclusions, moi, je les ai donc lues en totalité et je me suis intéressé à éplucher le langage de ce texte. Bon, j'y ai trouvé, autant que je me souvienne, j'ai comptabilisé 12 500 mots dans ce texte. Quand vous retirez les phrases de ce texte qui ne sont pas programmatiques, qui n'ont aucune intention de politique, qui ne sont par exemple, une phrase par exemple que j'ai en mémoire comme ça, le Ségur doit déboucher sur une meilleure prise en charge des personnes handicapées. Bon, c'est très bien, mais enfin, ça ne veut rien dire, ce n'est pas programmatique. Bon. Le Ségur doit aussi déboucher sur une révision de la T2A, la tarification à l'activité. Bon, ça d'accord. Cette phrase-là, elle n'engage à rien. Une autre phrase telle que la crise du Covid a montré que les Français aimaient beaucoup les soignants, bon, etc. Alors, quand vous retirez toutes ces phrases qui ne sont pas programmatiques, sur les 12 500 mots, il n'en ressort que 1200, à peu près, c'est-à-dire très très peu, c'est-à-dire 3-4 pages. Et sur les 1200, vous pourriez, ces 1200 mots, les condenser en 5 ou 600. Et les 600 mots, ce sont essentiellement quelques menus primes et menus, pas menus, mais quelques avantages salariaux que, heureusement, ont pu bénéficier les personnels paramédicales. Mais vous voyez, tout ça, cet effet de noyade fait que, d'abord, quasiment personne n'a lu le texte. Tout le monde s'est gaussé de conclusions magnifiques. Et quand on le lit, on s'aperçoit qu'il n'y a rien dedans. Et donc, c'est en ça, je crois, que le langage peut instiller, comme le disait Klemperer, des mots toxiques, et peut aussi, dont vous prenez acte par effet de répétition. Vous savez que c'est ce que disait Edward Bernays, le très célèbre propagandiste américain qui a fait accepter l'entrée en guerre des États-Unis durant la Première Guerre mondiale, par des effets de répétition dans la presse, avec cette idée que une assertion répétée 70 fois devient une vérité. Bon. Donc ça, disons, l'effet de répétition dans le temps devient une vérité. Dans l'espace, pardon, devient une vérité. Et dans le temps, c'est la même chose. Donc, finalement, la dilution est aussi une autre façon, disons, de prendre pouvoir sur une masse, sur un public, sur les gens, en noyant, en général, de très bonnes intentions, dans de bonnes intentions, finalement, des décisions qui sont minimes, qui sont mineures, qui sont quasiment nulles. Vous voyez ? Et ce système, il est très, très efficace. Bon, vous le retrouverez dans la Convention citoyenne pour le climat, vous le retrouvez après la Convention citoyenne qui a suivi les Gilets jaunes, etc. C'est-à-dire qu'on écoute beaucoup de voix et on en fait un compte-rendu très, très délayé au sein duquel il n'y a quasiment rien. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Très bien, très, très bien. Merci.
Elisabeth, on t'entend pas. Elisabeth, on t'entend pas. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Pardon. Je passe la parole à Marie-Françoise et Sarah. Oui, bonjour à tous. Donc, on va reprendre les questions qui arrivent dans le chat. Et dans un premier temps, on a plusieurs questions qui peuvent peut-être se regrouper, puisque Philippe vous demande si il existerait un vaccin contre ce problème de langage et pour pouvoir amorcer peut-être une pente un peu différente. Et puis Pierre-Louis vous demande si le rôle des DRH dans cette évolution, mais aussi si vous vous considérez comme un lanceur d'alerte. Alors, est-ce qu'il existe un vaccin? Écoutez, justement, en écrivant le texte qui, j'espère, sera publié quelque part, j'essaye justement de vacciner les gens. Je vais passer pour un ringard, évidemment, puisque vous avez raison, les DRH, les directions des ressources humaines d'ailleurs, vous avez remarqué que le terme de ressources humaines est très bizarre. Hein, c'est ce qu'appelaient les Allemands ou les Prussiens au 19e siècle, le Menschmaterial, le matériel humain, qui est devenu, pour édulcorer le terme de ressources humaines. Bon, c'est quand même assez bizarre, le terme de ressources humaines. Mais effectivement, les DRH sont tout à fait friands de ce langage. Un vaccin, oui, il en existe un, c'est de faire prendre conscience au public qu'ils en sont les jouets. C'est pas si facile. C'est pas si facile parce que, justement, l'instillation de mots toxiques dans un discours très très long, trop dilué, la répétition d'une assertion qui devient vérité, finalement, pour un cerveau normalement constitué comme le nôtre, on n'y prend pas garde et on finit par acquiescer. Hein. Et moi, je crois que si j'ai été si je me suis aperçu de ça tardivement, eh bien, c'est parce que j'en ai été aussi le jouet. Hein. Alors, on peut dire, bien sûr, on pourrait dire, oui, mais alors là, écoutez, il faut quand même éviter d'être complotiste, penser que tout le pouvoir vous veut du mal, etc. Non, je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Il faut voir simplement que le système de la propagande qui est né d'ailleurs au début du XXe siècle, hein, pour mémoire d'ailleurs, sachez que Édouard Bernays, ce propagandiste américain, a publié en 1911, je ne suis plus certain de la date, peut-être oui, 1911, son premier bouquin qui s'appelait La cristallisation de l'opinion publique. Il expliquait comment, avec le langage, on parvenait à modifier l'opinion publique. Il faut savoir que ce livre est figuré en bonne place dans la bibliothèque de Goebbels. Alors évidemment, tout ça, c'est très embêtant de dire ça. Ça a été d'ailleurs un des thèmes du livre de Johann Chapoutot, Libre d'obéir, qui fait le parallélisme entre les techniques managériales de direction des hommes durant la Seconde Guerre mondiale dans l'Allemagne du Troisième Reich et les techniques de direction des hommes telles qu'elle est enseignée, telle qu'elle fut enseignée par Reinhard Heune, qui s'en était occupé durant le Troisième Reich, qui était un nazi convaincu et qui a été recyclé après la guerre par l'Allemagne au point de créer une école de management dans laquelle il a justement enseigné ses préceptes. Alors, lanceur d'alerte, c'était votre troisième question. Écoutez, je crois qu'effectivement, oui, je pense qu'on est en train, plusieurs comme moi, sont en train de faire prendre conscience au public de ce qu'il se passe, même si on sent que la durée de la crise, la lassitude qui actuellement disons, se répand dans le pays, même si on sent que les gens en ont assez et qu'ils cherchent un petit peu à comprendre ce qui leur arrive, mais pas forcément ce qui leur arrive face au virus, mais ce qui leur arrive face au système politique. Et en cela, d'ailleurs, je conseille fortement à vos
à vos lecteurs de lire le tract de Barbara Stiegler de la démocratie en pandémie, que vous avez très probablement lu, qui fait le point justement sur cette façon dont l'État a modifié nos comportements, a fait accepter un confinement très très prolongé, et maintenant cherche, disons, de toutes les façons à museler le démos, hein, c'est-à-dire à faire en sorte que le démos, disons, le public ne parle pas trop, hein. Ça, c'est tout à fait intéressant. Bien, merci. Je vous propose de faire une autre petite série de questions. Il y a Jean-Marie qui vous demande si vous avez des exemples, voire des contre-exemples dans des pays différents et qui fonctionneraient un peu autrement qu'en France. Est-ce que vous auriez ce regard-là et peut-être ces informations-là? Et puis Bernadette qui nous dit ce brouillage sémantique ne cache-t-il pas aussi la pauvreté des capacités à proposer autre chose? Ou Judith, les nouvelles générations qui sont nées dans ce type de discours s'en sortent-elles mieux ou pas? Oui, alors, quelle était la première question? Redites-moi, parce qu'il y en a beaucoup là. De savoir si vous avez une connaissance de ce qui se passe dans d'autres pays et si ce fonctionnement ou cette évolution ou cette situation que l'on a dans nos institutions en France, on les retrouve ailleurs ou pas? Alors oui, là en tout cas, je ne sais pas comment c'est en Allemagne, je ne sais pas comment c'est dans les pays latins, je ne sais pas comment c'est en Italie. Par contre, ce qu'on voit très bien, c'est qu'actuellement, le pouvoir est disons, aux mains des consultants et que ces cabinets de consultants sont d'inspiration américaine. Hein, donc aux États-Unis, c'est un langage que je ne pourrais pas moi analyser parce que je ne suis pas suffisamment bon en anglais, je ne suis pas assez anglophone, mais c'est un héritage américain et en cela, je pense qu'on est en train de devenir totalement américain. Alors je vois la question, le brouillage sémantique, est-ce qu'il ne cache pas la pauvreté des capacités à proposer? Évidemment. Évidemment, quand on n'a rien à dire, il est plus facile de le noyer dans un discours creux que de dire « je n'ai pas de proposition à vous faire ». Ça, c'est une certitude. Et ça, on sait très bien que c'est un apprentissage, finalement, que de pouvoir parler sans rien dire. Ça s'apprend dans les écoles de management. C'est une technique, hein, que vous pouvez même lire. Hein. Elles ne sont pas cachées, ces techniques. Hein. Il suffit de lire les revues, comme celle que j'évoquais tout à l'heure, et vous le voyez, hein, c'est écrit, hein, pratiquement. Hein. Alors, les nouvelles générations qui sont nées dans ce type de discours, elles s'en sortent mal parce qu'elles n'ont pas connu le discours simple, effectivement. Du coup, elles ont donc absorbé cette espèce de néolangage. Elles l'ont absorbé en sorte qu'elles l'utilisent. Et moi, je vois aussi beaucoup de mes contemporains qui finissent par être complètement parasités par ce langage. Et c'est ça qui est très inquiétant. Donc, comment résister? C'est une question que je vois sur le petit encart là. Comment résister? C'est la première chose, je pense, c'est déjà le détecter. Il faut déjà, pour résister à une maladie, il faut la comprendre, il faut en voir les symptômes. Personnellement, je crois que, alors c'est ce que je vais tenter de faire dans ce que je suis en train d'écrire, je crois qu'il y a une bonne résistance, c'est ce que j'appellerais le sabotage burlesque. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce qui nous a manqué d'ailleurs durant la crise, c'est une certaine dérision. Bon, là on pourra revenir sur l'esprit de sérieux et de componction qu'on nous a imposé durant la crise. Moi, ce qui m'a beaucoup manqué, c'est l'esprit de dérision. Et je crois que quand on tourne à la dérision ce langage, d'abord c'est très rigolo et ça désarme. Finalement, quand vous avez face à vous un adversaire, je ne dis pas un ennemi, mais un adversaire qui vous balance comme ça des termes que vous ne comprenez pas ou qui sont totalement vides de sens, le mieux, c'est de le désarmer en montrant que son langage ne veut rien dire.
Bon, alors, par exemple, j'ai une phrase sous les yeux, là, comme je suis sur un ordinateur, vous allez voir. J'avais été convié à une formation de managériale. Donc, il fallait que j'y suis pas allé, hein. Il fallait que je m'inscrive à une formation de manager. C'est pas du tout pour ça que j'ai fait médecine, mais bon, de 80 heures. Et dans cette formation, il y avait un atelier qui me proposait la chose suivante. Faire un bilan réaliste de ses forces et faiblesses dans un processus précis intégrant les phases successives de questionnement par analyse des freins et d'engagement, selon un modèle personnalisé en conclusion et contrat d'objectif. Vous voyez? Bon, alors là, bon, donc là, vous voyez, il faut détricoter ces phrases. Et moi, je pense que la meilleure façon, c'est de faire un sabotage burlesque, hein. Là, j'ai pris un exemple tout à fait emblématique et je n'ai pas le visage de tous les auditeurs de ce matin, mais je pense que la plupart ont rigolé. Alors, je crois que comment résister, c'est d'abord montrer que c'est vide de sens et éventuellement en rire. Je crois que la dérision est une arme très puissante. Je passe à une autre question qui arrive de votre écrit dans votre tract, page 23. Vous mentionnez la déshumanisation patente, visible quotidiennement à tous les niveaux de fonctionnement de l'hôpital. Aujourd'hui, cette déshumanisation se traite par des actes parfois de colère, voire de violence dans les services, et on a pu le voir des fois dans les services d'urgence ou autres, mais aussi peut-être bien par de la démotivation et un épuisement grandissant de certains soignants. Remettre la parole au cœur des accueils, des soins et des services nous semble une évidence, mais pensez-vous que des actions de citoyens aux côtés des soignants permettraient de retrouver de l'humanité à l'hôpital? Alors moi, j'en suis absolument convaincu. La déshumanisation, elle est effectivement inhérente au fait qu'on veut faire maintenant de l'hôpital quelque chose de rentable. Et là, précisément, quand vous dites est-ce que le citoyen peut faire quelque chose auprès du soignant, oui. Je crois qu'il n'y a pas eu durant cette crise de démocratie sanitaire. Hein, quand vous comparez, alors bien sûr, à propos du sida, cela s'est fait beaucoup plus lentement, encore que, rappelez-vous, dans les années 80, au début des années 80, le sida avait été lié à l'homosexualité, lié à des comportements déviants, et il y en avait même qui étaient, qu'on entendait dire, disons, voilà, c'est la maladie des gens qui ne sont pas normaux, après tout, ça tombe du ciel, ça ne vient pas par hasard, etc. Bref, cette maladie a été l'occasion, précisément, d'une reprise en main par les patients eux-mêmes, et particulièrement par les homosexuels, qui ont d'abord qui ont modifié l'image de la maladie, qui ont mis en place de très grandes campagnes de prévention, qui ont fait comprendre aux jeunes particulièrement et à toute la population mondiale que eux-mêmes, hétérosexuels ou homosexuels, peu importe, pouvaient en être atteints, et qui ont participé au traitement qui à l'époque était dit compassionnel. Et on peut dire qu'autour du sida, il y a donc eu une véritable démocratie sanitaire qui a totalement modifié l'image de la maladie et qui a fait en sorte que le patient, les malades, participaient au traitement. Bon. Là, actuellement, vous voyez qu'il n'y a aucune participation de la population dans ce qui se passe. Vous voyez que la démocratie sanitaire a été totalement muselée, que nous sommes tous, je dirais, des moutons confinés gentiment, et dont on sent que la tolérance à ce confinement diminue de jour en jour, et que finalement, je dirais, la cocotte minute est en train de voir sa pression augmenter. Alors, ce qu'il faut, je crois, savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on assiste de la part du gouvernement à une sorte d'obstination politique. C'est-à-dire que, là, je vais peut-être un petit peu déborder votre question, encore que, parce que vous parliez de la démocratie, justement, de la population, de la façon dont le public pourrait nous aider. Bien. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est que finalement,
quand on regarde sur le plan quand on réfléchit au problème de la santé publique, bon, actuellement, comme le dit Paul Virilio, on peut dire que quand on a inventé la vitesse, on a inventé l'accident. Bon, avec la vitesse en voiture, on a inventé les accidents de voiture. Avec les moteurs à explosion, on a inventé la pollution. Avec la déforestation, on est en train d'inventer de nouveaux virus. Avec les pesticides, on invente des cancers. Avec la pollution en général, on invente des maladies cardio-respiratoires et avec la malbouffe, on invente de l'obésité, etc., etc. Autrement dit, on reste encore dans une politique qui ne tient absolument pas compte de l'écologie. Et comme le dit Barbara Stiegler dans son tract, on court après le cancer, on court après les pathologies urgentes, les conséquences brutales telles les maladies cardiovasculaires, on court après les virémies, les pandémies, les épidémies, mais finalement, on ne s'attaque pas aux problèmes de fond. Bon, à telle enseigne que nous voyons là, de façon tout à fait criante, qu'on manque de lits dans les hôpitaux, qu'on sait très bien qu'en 20 ans, c'est 100 000 lits à peu près qui ont été fermés, mais pour autant, la politique de la diminution de lits n'est pas remise en cause. Vous voyez ? Donc, elle n'est pas remise en cause, alors pour des raisons qu'on pourra peut-être expliquer pourquoi, enfin, qu'on pourra peut-être expliquer plus tard, mais elle n'est pas remise en cause. Donc, encore une fois, comme le langage, exactement à l'instar du langage, si le public, les futurs malades que nous sommes tous, parce qu'on le sera tous un jour, prend conscience véritablement de ce qui se passe au niveau de la politique de santé, ce n'est pas que la politique de soins. La politique de soins, c'est que l'hôpital. La politique de santé, c'est la prévention, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires, c'est l'attaque aux pesticides, etc., etc. Donc là, je crois que le public, avec cette crise, ça a été une vertu du virus, est en train de prendre conscience que la politique de santé n'est pas la bonne et que finalement, on reste sur les mêmes schémas, on s'obstine sur les mêmes schémas à courir après des conséquences de comportements humains qui datent de plusieurs décennies et que décidément on ne change pas. Et je crois que si le public peut agir, c'est précisément en changeant la politique. Donc, bon, là, on est en train, vous avez remarqué qu'on est en train de nous faire penser, nous faire croire que la prochaine élection présidentielle, ça va être Macron contre Le Pen. En fait, je crois que les politiques eux-mêmes n'en sont pas si certains. Il peut arriver de nouvelles forces, il peut arriver de nouvelles idées, si le démos, justement, comme l'exprime Barbara Stiegler, si le peuple, c'est un mot un peu bizarre à prononcer, enfin, si les gens, disons, prennent conscience que la politique, décidément, de santé en France n'est pas la bonne. Et ça, c'est une vertu du virus. Je crois que si on continue actuellement à maintenir des micro-confinements qui, sur le plan épidémique, vont être sans intérêt, sans conséquence, c'est pour laisser encore muer toute cette population qui en a marre, qui est lasse, qui ne comprend rien aux mesures. Hein, pourquoi on laisse les galeries marchandes ouvertes et que le Louvre est fermé, qu'on n'ouvre pas les cinémas, etc. Donc, pour l'instant, il y a un muselage de la population, mais on sent qu'un bouillonnement est en train de surgir. On le voit d'ailleurs avec la fermeture des théâtres. Et je crois que le public est presque prêt, sûrement pas tout le public, mais peut-être un cinquième, un quart, un tiers, que sais-je, est prêt à comprendre et à réfléchir, à se mettre à réfléchir. Alors, et je terminerai par là, la réponse à votre question. Quel est le symptôme ? Il y a un symptôme en termes de langage qui est très intéressant concernant ce que je dis du muselage. Si vous avez entendu, vous pouvez retrouver sur Internet, je crois que c'était le 11 ou 12 mars, je ne sais plus exactement, il y a quelques jours, à l'émission des Matins de France Culture, Guillaume Erner interviewait Roselyne Bachelot et lui a demandé, Madame Bachelot, Madame la ministre, comment pouvez-vous expliquer que le magasin Sephora, autrement dit les galeries marchandes, soient ouvertes et pas le musée du Louvre? Et elle a répondu, parce que les lieux de culture sont des lieux de débat.
Donc, ça veut dire en termes clairs qu'il ne faut pas débattre. Hein, c'est un petit peu ce qu'on peut traduire si on va un peu vite. Mais je crois qu'elle a là exercé un lapsus tout à fait révélateur. Merci. Une autre question de Luc Bernis. Ne peut-on pas penser que les choses sont plus graves? Est-ce que ce langage cache le manque de propositions ou plutôt une proposition très claire, le démantèlement des services publics au profit du privé? Alors, là, je suis tout à fait ravi de cette question parce que ce qu'on voit actuellement se passer, c'est plusieurs choses. La première chose, et ça date de 15 à 20 ans, c'est une réflexion admirable de l'architecture et du plateau technique des CHU. Les nouveaux hôpitaux qui sont construits, c'est Nantes, ça va être Tours, c'est enfin Bordeaux, Necker récemment, etc. Presque toutes les villes des CHU, et c'est un petit peu moins vrai pour les hôpitaux généraux, mais presque autant, sont en train de se refaire une santé architecturale et technique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que malgré cela, les pressions en termes de travail sont telles que les gens s'en vont. Les médecins partent les uns après les autres, les infirmières n'en peuvent plus, rejoindre le secteur libéral, les aides-soignantes sont épuisées, et on voit, moi je le vois ici à Tours, vous l'entendrez aussi de la part de réanimateurs parisiens ou des Hauts-de-France, etc., on voit qu'on manque de personnel, absentéisme et fuite des hôpitaux. Autrement dit, on se retrouve avec des hôpitaux qui sont de plus en plus beaux, mais de plus en plus déshabités par les médecins et par le personnel paramédical. Bien. Et une politique de santé sur la réduction des lits qui ne change pas. Alors, je crois que le virus va devenir une aubaine, voire un alibi. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire, écoutez, voilà, Madame Sénégas, il va falloir que vous compreniez la chose suivante, la dette publique doit être remboursée. La dette publique doit être remboursée. Alors, vous savez qu'il y a des économistes comme Gaël Giraud, que vous connaissez certainement, qui est quelqu'un d'assez remarquable parce qu'il explique très, très, très bien à des gens comme moi qui ne connaissent rien de l'économie, les conséquences de la crise actuelle sur le plan de la dette publique. Il lui dit qu'après tout, la dette publique, on peut l'effacer. Bon. Mais là, on va vous dire, la dette publique, on n'en peut plus. Il faut qu'on la rembourse. On va vous dire, et ça, je pense qu'on va vous le dire dans, je dirais, peut-être quand la crise sera passée, mais on va commencer à le dire avant, je crois. Enfin, j'imagine, je verrai bien, moi, fin 2021, début 2022, on va vous dire, ah, écoutez, là, il va falloir penser à un moment ou à un autre à injecter de l'argent privé dans les hôpitaux parce que on ne pourra pas demander à vos impôts de rembourser cette dette. On ne pourra pas demander à vos impôts, à votre portefeuille, de mettre de l'argent pour récupérer les infirmières qui sont parties, pour récupérer les médecins qui sont partis et pour refonder cet hôpital qui est en déliquescence. Bien. Donc, la privatisation, elle va se faire. La privatisation des hôpitaux publics va se faire. Ça va commencer par les hôpitaux généraux, ce qu'on appelle les hôpitaux non universitaires, et ça va aller ensuite jusqu'aux hôpitaux universitaires. Dès lors, des gens comme moi je peux parler tout à fait tranquillement parce que je n'ai jamais eu aucune activité libérale dans toute ma carrière. Dès lors, des gens comme moi vont être financés beaucoup mieux pour revenir à l'hôpital où ils restaient. Et on me proposera, moi je serai à la retraite à ce moment-là, mais on proposera à mes successeurs un salaire deux fois et demi ce qu'ils gagnent actuellement pour rester dans les CHU, pour ne pas quitter les hôpitaux publics, rééquilibrer aussi les émoluments entre public et privé, mais obligatoirement, dès l'instant où des grosses boîtes d'assurance, des banques, des GAFA même vont injecter de l'argent dans le CHU, eh bien, obligatoirement, je dirais, Madame Sénégas, si vous avez quelqu'un de votre famille qui doit être opéré du cœur, a-t-il non pas sa carte vitale, mais a-t-il une carte bleue? Vous avez évoqué tout à l'heure que ce phénomène-là n'était pas que à l'hôpital, mais traversait tous les services
on va dire, de soins au sens large et en incluant le social. Et il y a une remarque dans le chat d'Edwige concernant plutôt la question de l'instruction et de l'éducation. Ce langage a été utilisé aussi par des pédagogues n'exerçant pas sur le terrain pour contrer les enseignants, les culpabiliser et les forcer à accepter la baisse des horaires de cours, la suppression des devoirs. Au nom de l'égalité, utiliser la méthode inductive au lieu de la méthode déductive, éduquer et non instruire. Alors on est dans quelque chose d'un peu technique, mais on peut voir effectivement des parallèles, enfin on peut faire des parallèles entre ce qui se passe à l'hôpital et ce qui se passe ailleurs. Et on pourrait même en déduire, est-ce que, alors est-ce qu'il faut l'appeler la résistance, ou en tous les cas le travail que vous proposez de faire pour que chacun puisse sortir de ce langage-là, faut-il le mener qu'à l'hôpital ou faut-il l'élargir à l'ensemble de ces services pour pouvoir travailler de façon plus conséquente au niveau de la société? Ah oui, mais ça, vous avez tout à fait raison. Moi, si je travaille actuellement dans mon champ d'activité, c'est parce que c'est celui que je connais. J'ai eu des contacts, soit par email, soit par courriel, donc soit en vrai, en chair et en os, avec des professeurs des écoles, avec des magistrats, avec des gens qui travaillent dans les institutions publiques, Pôle emploi, justement, je le citais tout à l'heure, et qui me disaient, on a la même chose. Donc, ce sur quoi je travaille actuellement, c'est sur justement la proposition, l'incitation, du public, hein, quel que soit son lieu de travail, à démantibuler ce langage et justement donc à le saboter. Donc bien évidemment, je crois que dans la mesure où il est viral, il ne se cantonne pas à l'hôpital. Je crois d'ailleurs que l'hôpital a été tardivement touché par ce virus langagier, parce que les médecins, les soignants, plus généralement, ne sont pas du tout, comment dire, sont très rétifs à un langage qui n'est pas, très collé à la réalité. Bon, tout simplement parce que quand on a face à soi une famille dont le père est en train de mourir en réanimation, on ne va pas lui faire des grandes phrases pour lui faire comprendre que ça va être bientôt fini. On parle simplement à des gens qui comprennent des phrases simples et par des mots simples tels que ceux qu'on sait utiliser. Donc, vous voyez, je crois que ça touche en effet, ça doit toucher en effet tous les pans de la société. Ça peut même aussi toucher ceux qui travaillent dans l'entreprise privée, parce que ça n'est pas lié du tout cantonné aux institutions publiques, hein, ça marche aussi dans le secteur privé. Mais moi, si vous voulez, je crois que je suis assez optimiste quand même, très enthousiaste, parce que j'ai la ferme conviction que derrière toutes les idées politiques, toutes les décisions de société, les volontés des directions dans les entreprises, dans les usines, etc., chaque fois, le langage est un élément considérable d'influence sur le subordonné, hein, d'influence au public, d'influence sur vous, hein, sur moi, etc. Donc, je pense que en désarmant, en désarmant du langage ceux qui font pression, disons, sur les subordonnés, sur une institution, etc., en les désarmant par le biais du langage, on exerce une force d'une très, très grande puissance, extrêmement efficace. Extrêmement efficace, pourquoi? Parce que ils ne savent plus parler de cette façon-là. Alors, je vais vous donner un exemple intéressant. Vous pouvez réécouter, c'est quelque chose qui est très intéressant, vous réécoutez les vœux du président de la République. Bon, le président de la République, visiblement, il a été conseillé et il avait senti à la fin de l'année 2020 qu'il y avait des problèmes de communication, les gens ne comprenaient rien, que c'était trop compliqué, etc., etc. Et le président de la République a fait des vœux, hein, à la fin de l'année aux Français. Et quand vous l'écoutez bien, vous pourrez réécouter,
il s'est attaché à utiliser des mots beaucoup plus simples que d'habitude. Il a essayé d'être moins jupitérien et il a même terminé son discours en remerciant Morissette, etc., en s'adressant à des prénoms, c'était assez bizarre. Bon, quand vous réécoutez ces vœux, bon, c'est extraordinaire parce que finalement, ça reste d'une froideur terrible et ça sonne assez faux. C'est-à-dire que je veux dire par là que il y a toute une catégorie comme ça de nos dirigeants finalement qui viennent de l'ENA, qui viennent des grandes écoles de sciences politiques, voilà. Ce ne sont pas des normaliens, hein, ce ne sont pas des littéraires, hein, qui ne savent plus parler autrement. Ils ne peuvent plus, ils n'y arrivent plus. Et ces séances-là, d'ailleurs, que vous pouvez les contrer. Moi, je vois au sein de mon administration, j'ai connaissance de textos qui sont adressés par des membres de l'administration, bon, à des collègues, etc., où là, on voit que dans des courtes phrases, ça ne va pas, quoi. C'est une correction d'orthographe. Enfin, on a vraiment l'impression que l'expression simple, avec des mots simples, moi je prends toujours l'exemple de l'incipit d'Albert Camus de L'étranger. Aujourd'hui, maman est morte. Point. Bon, ben ça c'est fini dans le langage administratif, c'est terminé. Hein, Albert Camus, il est ringard, hein, il faudrait le mettre, il est grand temps de le mettre à la poubelle cet homme, parce que ça ne marche plus du tout, ça, aujourd'hui, maman est morte. Bon, alors, donc, je crois qu'il faut en revenir justement à l'étranger, ou même d'ailleurs aux courtes phrases de Marguerite Duras, et les opposer au courrier que vous avez reçu qui ne veut rien dire. Moi, j'ai des exemples dans mon ordinateur, je vais pas, là, je les réserve pour ce que je suis en train d'écrire, parce que j'ai des choses qui sont absolument admirables. J'ai des perles qui sont des objets de collection. Hein. Donc là, je suis en train de les relater, comment dire, de les décortiquer, de les analyser. C'est très, très amusant. Hein. C'est très, très amusant. Donc, c'est une façon, en effet, de contrer ce qui nous arrive, qui me paraît extrêmement efficace. Ce n'est pas la seule, mais quand même, ça désarme. Alors, peut-être une autre petite question. Je vois plein de réflexions intéressantes là, dans les commentaires. Il y en a plein. Plein, oui. Alors, allez-y peut-être. Non, mais je vous laisse faire en choisir. Il y en a trop. Hein, ouais. On ne pourra certainement pas toutes les présenter, mais on a Pierre-Louis, par exemple, qui nous dit de quelle vision le monde, du monde et de la société et de l'humain ce langage est-il le signe? Ou bien Françoise qui dit comment peut-on éviter et contrecarrer ces pouvoirs de domination? Le pouvoir du langage, oui, mais quid de ceux qui ne possèdent pas et ne maîtrisent pas cet outil? Effectivement. Voilà. Alors écoutez, j'ai du mal à répondre à la première question de quelle vision du monde, de la société et de l'humain ce langage est-il le signe? Je dirais simplement que c'est le signe d'une société malade. Voilà, ça c'est sûr. Bon. C'est le signe d'une société malade. Comment peut-on contrecarrer, et notamment ceux qui ne maîtrisent pas cet outil? Alors écoutez, là, je ne suis pas d'accord. Je vais vous donner un exemple. Prenez les gilets jaunes. Bon, les gilets jaunes, ce n'étaient pas des diplômés, professeurs d'université, physiciens, astrophysiciens, grands mathématiciens ou philosophes. Il y a heureusement des intellectuels qui se sont ralliés à ce mouvement, mais c'était finalement, comme on l'a dit, les gens du démos, les gens du peuple qui descendaient dans la rue et qui d'habitude ne s'exprimaient pas. Or, justement, précisément, moi je vois que la docilité face à ce langage est beaucoup plus visible de la part des diplômés que de la part des gens qui parlent normalement, qui n'ont pas forcément de diplôme universitaire très, très, très élevé. Donc, je crois que c'est justement du démos, comme le dit Barbara Sigler, c'est un mot qui est assez joli, parce que ça évite de dire le mot peuple. Dès que vous dites peuple, tac, ça y est, on vous dit populiste, etc. Bon. C'est justement du démos, c'est-à-dire des gens
que peut venir facilement je dirais, ce sabotage burlesque, parce que finalement, ce sont eux qui rigolent. Et ce sont eux qui peuvent dire attendez, là, je reprends votre courrier, ce truc ne veut rien dire. Bon, il n'y a rien dans votre courrier, c'est bon. Et c'est précisément de ceux qui, comme vous le dites, ne maîtrisent pas cet outil, c'est d'eux que peut venir la suppression de l'outil, c'est d'eux que peut venir le désarmement. Donc je crois au contraire que, et moi je suis très frappé par le fait que parmi mes congénères, mes contemporains, la majorité sont dociles. Je vois une docilité majoritaire parmi les universitaires. Et je ne suis pas le seul à le constater. Parmi les universitaires, qu'il s'agisse d'universitaires médecins ou autres, la docilité vient beaucoup plus de la part des gens diplômés que de ceux qui ne le sont pas. Et autrement dit, je crois que c'est en cela qu'une chose peut se passer aux élections présidentielles, c'est que ce démos justement, se réveille, qui est actuellement sous pression et bouillonne et n'en peut plus, se réveille et le disent avec des mots simples. Rappelez-vous quand même qu'au moment du mois de janvier, quand il y a eu, vous savez, les mouvements sociaux dans la rue à Paris, c'est là où les soignants ont été giflés, ont été arrosés de gaz lacrymogène. Après, on leur a proposé une médaille le 14 juillet, mais entre les deux, il y avait eu le Covid. Bon. Rappelez-vous qu'on entendait, on voyait à la télévision, moi je le voyais sur YouTube parce que je n'ai pas la télévision, on entendait et on voyait des médecins, je pense au professeur Hartmann, des infirmières, des brancardiers, des gens qui s'exprimaient extrêmement simplement sur la situation de l'hôpital, avec des mots extrêmement simples. Leurs mots, c'était « aujourd'hui, maman est morte ». C'était très simple. Et ça avait une puissance, ces mots avaient une puissance de communication, justement, à travers le public, extrêmement forte. Donc, je crois que c'est précisément de ceux qui ne maîtrisent pas cet outil que peut venir un renoncement, une bataille, une dénégation et peut-être même un conflit envers tous ceux qui l'utilisent. Conflit intellectuel, j'entends. C'est de cela que ça peut venir. Et pas de gens comme moi. Moi, j'essaye d'être l'initiateur, mais je ne m'adresse pas du tout à mes contemporains universitaires. Je m'adresse justement à ceux qui ne possèdent pas l'outil et qui, à l'évidence, jugent facilement qu'une phrase très simple de Marguerite Duras, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche de sens que les phrases de Jean Castex. Peut-être une autre question que vous avez pu évoquer aussi dans votre livre et dans le tract. Vous avez évoqué un peu les années glorieuses des soins, où chacun restait différent au coût des soins. Et cette consommation aveugle est un des facteurs qui a fait emballer le système, dites-vous. Et aujourd'hui, pouvons-nous consommer moins de soins non indispensables, prescrire moins, mais quid de la technologie qui est un gouffre sans fond? Faut-il être dans l'accélération de l'obsolescence ou comment être dans le raisonnable? Alors déjà, si on appliquait des règles, enfin disons, si on arrivait à faire non pas une transition, mais une vraie rupture écologique, il est évident qu'on dépenserait moins. Si enfin on disait les pesticides sans devoir passer par des années et des années de procédure, c'est très mauvais pour la santé, ça donne des cancers, des leucémies, des tumeurs du cerveau. Si on avait le courage politique à l'échelon européen, voire même mondial de le faire, on consommerait moins. Donc ça, il faut quand même le dire. Je rappelle à ce titre que entre la suspicion de l'amiante dans les cancers et l'interdiction de l'amiante, il s'est passé exactement 52 ans. 52 ans. Et donc là, on a l'impression qu'il va se passer 65 ans pour accepter le fait que les pesticides sont des saloperies. Bon. Donc déjà, je crois que s'il y avait une vraie réforme, de vraie volonté écologique à l'échelon, ça ne peut pas être qu'à l'échelon d'un pays, ça ne peut être qu'à l'échelon européen, voire mondial, mais ça devrait être à l'échelon européen,
eh bien, on dépenserait moins. Sinon, il est évident que si on changeait le système de tarification, si on arrivait à équilibrer les revenus entre les médecins du libéral et les médecins du service public, les infirmières du libéral et du service public, etc., si on arrivait à rééquilibrer ces systèmes, et là, il faudrait aussi un courage politique, eh bien, on n'aurait pas les dérives qu'on a. Bon, il faut quand même dire qu'actuellement, il y a des dérives dans le secteur libéral, même ceux d'ailleurs qui font du secteur libéral à l'hôpital, hein, qui exercent des dérives sur le plan pécuniaire qui sont totalement folles, totalement folles. Donc, je crois que là, on le sait, et je crois que les médecins en cela, mais ça j'en fais partie aussi, hein, ont aussi entretenu une surconsommation des soins aussi pour se protéger. Hein. C'est-à-dire que comme il y a eu une judiciarisation, on a encore tendance à se parer de procédures en multipliant les examens complémentaires pour être sûr que le patient ne pourra pas porter plainte, etc. etc. Donc ça, on est rentré dans un engrenage dont tous les médecins, la publics ou libéraux, sont aussi complices, hein, ça c'est certain. Mais d'ailleurs, je vous ferai remarquer que cet engrenage, c'est celui dans lequel le gouvernement se situe actuellement. Hein. Ils agissent parce qu'ils ont une trouille terrible du procès, ils se rappellent de l'histoire du sang contaminé, et finalement, ils vont de mesurette en mesurette, ils réagissent à la minute, ils changent d'avis d'un jour à l'autre, de façon totalement désordonnée, du fait même qu'ils ont peur. Hein. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais donc, la réduction de la consommation de soins, la réduction de la prescription, il est évident que ça peut passer par une rupture écologique d'une part, et par une politique de soins et justement de soins et de financiarisation des soins radicalement différente. Maintenant, attention, quand vous dites les technologies sont effectivement de plus en plus onéreuses, oui, vous avez raison, mais n'oublions pas quand même que les technologies les plus onéreuses, ce sont les technologies diagnostiques, plus que les technologies thérapeutiques, même si l'industrie pharmaceutique coûte cher. Donc, ces technologies diagnostiques, elles sont effectivement l'objet de prescriptions trop nombreuses, mais ce ne sont pas elles qui font le gouffre de la sécurité sociale, puisque précisément grâce à elles, on dépiste plus tôt et on évite des maladies plus graves qu'on mettrait trop de temps, plus longtemps à guérir. Donc finalement, on ne peut pas, vous voyez, là il y a un équilibre quant aux techniques. Attention, il faut dire quand même que ces techniques font partie des moyens de prévention, font partie du dépistage et permettent des traitements plus courts, enfin moins onéreux et des traitements préventifs. Donc là, vous voyez, je crois qu'il faut être assez modéré. La technique, quand même, d'une certaine façon, permet aussi de faire des économies. Mais donc là encore, c'est de la part des économistes de santé qu'il faudrait trouver un équilibre correct pour qu'on n'en arrive pas à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire un déficit absolument abyssal. Malheureusement, il n'y aura pas de courage politique, il n'est pas question de toucher à l'électorat du corps médical libéral parce qu'on ferait trop de problèmes, ça créerait trop de problèmes. Attention, quand je dis le corps médical libéral, soyons très nuancés, hein, les médecins généralistes, il faut vous dire qu'ils travaillent comme des fous, ils ne gagnent pas grand-chose. Hein. Mais moi, je parle de quelques spécialistes qui dérapent complètement et qui font n'importe quoi. Et puis aussi des structures qui, du fait de la T2A, font trop d'actes, multiplient les séjours pour rien, etc. Donc, malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de courage politique et que donc, c'est l'injection comme j'ai dit tout à l'heure, d'argent privé dans le public qui va donc participer de la grande privatisation dont rêvait Sarkozy, qui a été à l'origine de la loi HPST, avec Roselyne Bachelot, et dont rêve a fortiori Emmanuel Macron, une privatisation de tout. Il est même, vous avez vu, on est même en train de vouloir privatiser des tronçons de route nationale. Enfin, donc la privatisation, elle va être, je pense qu'elle ne sera pas brutale dans les hôpitaux, parce que sinon, vous, le public, vous ne l'accepteriez pas. Elle va être progressive. Hein. On va vous le faire comprendre. On va injecter 5-6%, puis 10, puis 15, et puis nos enfants, ils verront des hôpitaux publics gérés par le libéral, soit à hauteur de 49,9%, soit à hauteur de 70%. Ça, c'est un autre débat. Si c'est 49,9%, ça sera comme en Allemagne. Si c'est 70%, ça sera comme aux États-Unis.
Quelqu'un a demandé ce que c'était que T2A. Le T2A, c'est la tarification à l'activité. C'est-à-dire que plus vous faites un acte, plus vous êtes payé. Donc, ça a conduit, donc ça vous oblige à coder vos actes, à coder les séjours aussi. Et donc, ça a conduit à des dérives complètement débiles. C'est-à-dire qu'on a vu se multiplier des actes inutiles. Ça peut être des actes diagnostiques ou thérapeutiques pour une pathologie, pour gagner de l'argent et faire rentrer de l'argent. Et puis, à l'inverse, on a vu aussi des actes et des séjours mal codés, donc non valorisés par les hôpitaux, parce que le codage est tellement compliqué qu'on n'y comprend rien. Donc, cette T2A, elle a été totalement inefficace, même délétère, mais bien que le Ségur ait annoncé qu'on allait en sortir, en fait, on n'en sort pas du tout. Hein. Ça va on va peut-être supprimer la T2A pour un ou deux actes ou trois, mais pour l'instant, il n'est pas question de la supprimer. On s'obstine encore sur cette tarification. Même si le Ségur a avancé des intentions différentes, là, je demande à voir. On a encore le temps de poser une question, Elisabeth, ou Moi, j'ai encore une alors, on peut? Allez-y. Alors, je crois que vous avez pu répondre pour une partie aussi, mais on voit que les difficultés qui se posent et qui se manifestent au travers du langage vont bien au-delà de la problématique de l'hôpital. Et quelqu'un mentionne aussi le volet on va dire aussi libéral, hein, qui concerne plus la sécurité sociale, avec toute la question des exonérations de cotisations patronales dans des entreprises qui sont toujours plus nombreuses et qui ne vont pas permettre de rembourser la dette et les déficits qui vont se créer dans les mois qui viennent. Donc, comment faire avec cette politique qui est toujours plus menaçante, on va dire? Là, écoutez, moi, ça, c'est une question qui est trop technique pour moi, qui touche à la fiscalité des entreprises. Et là, sincèrement, je ne me sens pas compétent pour répondre. Hein. Je ne voudrais pas avoir un avis sur tout. Là, je ne peux pas vous dire. Je vois là en encart des tas de remarques sur la disparition des droits continentales qui sont tout à fait intéressantes. Quelque chose sur Klemperer aussi. Bon, il y a des tas de choses intéressantes. Je voudrais les enregistrer. Je ne sais pas comment on peut les enregistrer parce qu'il y a des questions qui mériteraient que je puisse les noter. On les aura, nous. Hein. On les a, les questions. On pourra vous les transmettre. Oui, d'ailleurs, j'en vois une. Bernays a fait fumer les femmes. Il a tout à fait raison. Oui, l'amiante a été montré du doigt pour cacher les dangers de la cigarette. Ça, c'est effectivement aussi, on met en avant un danger pour en cacher un autre. C'est tout à fait vrai. Non, là, sur la fiscalité, je ne veux pas répondre parce que je ne connais pas le dossier et je dirais des choses qui sont purement perceptives et non documentées. Très bien. Je reprends la main pour la redonner de suite. En fait, la toute dernière question qui a trait aussi à l'histoire de la nôtre, hein, de ce collectif, je donne la parole à Pierre-Louis. Oui, bonjour, je suis Pierre-Louis. Donc, je vais vous poser la question que nous posons à tous nos invités, qui sera le fil rouge de notre prochain film, prochain documentaire. La question est, êtes-vous heureux et comment vous débrouillez-vous avec la vie? Il faudrait que vous me donniez un jeu de cartes avec un ou deux jokers. Écoutez, je pourrais vous parler non pas, sur le plan de mon métier, j'ai encore du bonheur à travailler. Bon, d'abord parce que j'ai l'impression d'avoir une quelconque utilité. Et surtout aussi, à l'âge que j'ai, du bonheur de transmettre ce que je sais ou ce que j'ai appris dans ma vie concernant ma spécialité à des jeunes. Hein. Bon, les jeunes, en l'occurrence, il se trouve, vous voyez, le fait est que
c'est trois jeunes femmes qu'on forme actuellement à la neurochirurgie, puis un jeune homme qui nous a rejoint récemment. Et là, je dois avouer que de les voir, il y en a une d'ailleurs qui a quitté le CHU de Tours pour d'autres horizons, dans un autre CHU, très très bonne chirurgien. Et là, c'est un bonheur pour moi de transmettre, de les voir évoluer, et puis d'imaginer que dans quelques années, quand je partirai, je laisserai des gens qui savent s'occuper des gens, opérer, voilà. Bon, et puis j'ai aussi ce bonheur de leur conseiller des lectures aussi. Ça, c'est intéressant, des films, voilà. L'autre bonheur que j'ai, alors là, il est plus récent, c'est celui de pouvoir m'exprimer. Hein, finalement, en pouvant publier, en ayant accès à des entretiens, des colloques comme aujourd'hui, à quelques articles, etc., de pouvoir dire ce que l'on pense, même si on peut avancer des opinions un peu crétines parfois, ou même si une opinion du lundi peut paraître robuste le lundi, mais totalement faible le mercredi. C'est quand même une satisfaction que de pouvoir s'exprimer. Et surtout aussi, j'ai un très grand bonheur à rejoindre d'autres, j'en ai évoqué durant cet entretien, hein, d'autres personnalités, historiens, philosophes, écrivains, etc., avec qui on a de longues discussions, avec qui on travaille, avec qui on a avec lesquels on a des projets de, je dirais pas de lutte, mais déjà de résistance, hein, ce qui est la première étape avant la véritable lutte. Enfin, c'est peut-être un mot un petit peu syndical, mais voilà. Quelle était l'autre question? Il y avait deux. C'était ça. C'était. Je vous avec entends la plus vie, là. vous y avez répondu en fait, hein, je pense, mais vous n'avez pas besoin de joker en fait, hein, c'était super. C'était. Hop, vous n'aviez pas besoin de joker, je disais. Et là, j'ai pas de retour vidéo, Avec la vie. audio, j'entends pas. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. La dernière question était comment vous débrouillez-vous avec la vie? Ah oui. Comment je me débrouille? Écoutez, je dirais en lisant, en écrivant. Ça fait quand même, voilà, je dirais ça, en lisant, en écrivant, pour reprendre le titre d'un livre célèbre. Eh bien, merci. Eh bien, merci. Et puis surtout, nous, on n'a pas d'obligation de résultat. On est juste vivant, en mouvement, à chercher à comprendre, à vivre ensemble. Et en attendant, la frustration de ne pas être en rencontre physique, on espère bien la rattraper l'an prochain, à l'automne 2022, parce que tous les gens qui nous font le plaisir de répondre oui et avec qui on peut commencer à échanger, ça aiguise encore plus notre appétit. Et donc, on prépare quelque chose pour une large invitation l'année prochaine. Donc, c'était qu'une première rencontre. Non, mais c'est très bien. Écoutez, moi, si vous m'invitez à Grenoble, je serais ravi de venir. Effectivement, je regrettais aussi, comme vous, qu'on ne puisse pas faire cette rencontre en chair et en os. Hein. Je vais utiliser les mots français qu'on utilisait naguère. Mais donc, je suis tout à fait partant pour vous rejoindre proche des montagnes à une prochaine invitation. Alors, si c'était possible, j'aimerais bien recueillir toutes les questions, toutes les remarques, parce qu'il y en a vraiment... Enfin, elles sont très bien et j'aimerais bien les... Je ne sais pas si ce sera possible que vous me les transmettiez. Oui. Pas de parce que souci. là, si je quitte la réunion, tout va s'effacer, quoi. Non, mais Lucas s'occupe, on avait tout récupéré déjà l'autre fois. Donc, on vous transmet tout ça. Et à ceux qui le souhaitent aussi, parce qu'il y en a qui... Il y a des choses... Oui, parce que là, il y a eu tellement de choses que... il faut absolument que je puisse les relire. Voilà. C'est des matières à réflexion en plus. Hein, donc, chaque fois, moi, je note tout ça et j'essaye de travailler quand je ne peux pas répondre tout de suite. OK. Eh bien, à très bientôt.
À Et très merci à bientôt. tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au Et revoir. donc, vous êtes à Grenoble.